Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux de venir chez vous pour ce nouveau numéro du magazine Deadline, votre magazine sociopolitique. Avec vous, nous allons échanger sur des sujets importants. Vous avez été très nombreux à nous suivre lorsque nous avons reçu pour vous le professeur émérite Oscar Orlout Saman, avec qui nous avons parlé de l'opérationnalisation des décisions politiques en RDC. Vous nous avez suivis de partout dans le monde, vous nous avez suivis de la France, vous nous avez suivis de la Belgique, vous nous avez suivis des États-Unis, vous nous avez suivis grâce à Kin 24 Télévision. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes électroniques, Facebook, YouTube, même avoir ces émissions sur Twitter et sur WhatsApp. Ce soir, nous revenons avec un tout nouveau numéro où nous recevons pour vous le professeur Placide Mabaka Mukwabika. Avec lui, nous allons échanger sur des questions de l'heure. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Symphorien. Nous sommes très ravis de vous avoir. Vous êtes professeur d'université, vous êtes praticien du droit. Merci de votre invitation. Nous allons introduire en disant ceci, la constitution de la RDC et ses différentes problématiques qui touchent au bon sens et au bon fonctionnement de la République, ainsi qu'aux intérêts des Congolais. La problématique de l'exclusivité de la nationalité congolaise qui ne semble plus cadrer avec la réalité de notre société. La problématique des élections nationales et provinciales qui ne cadrent pas avec les choix des électeurs, où vous avez d'un côté un président élu au niveau national, mais qui de l'autre n'a pas une majorité au sein du Parlement ni au sein du Sénat. La problématique des intérêts liés aux acteurs politiques qui ne cadrent plus avec le vivre ensemble, le choix des acteurs politiques est de plus en plus ethnique, tribal et régional. N'est-il pas opportun d'améliorer notre constitution nationale afin de l'adapter au bon sens et au bon fonctionnement de la République pour réellement garantir l'intérêt du peuple congolais? Ainsi, pour répondre à cette problématique, nous recevons pour vous, dans ce nouveau numéro du magazine sociopolitique Deadline, le professeur Placide Mabaka, docteur en sciences juridiques, ainsi que professeur des universités. Vous vous sentez à l'aise, professeur? Ça va très bien, merci. Professeur, nous sommes dans l'opportunité. Pensez-vous que notre constitution devrait être améliorée pour le bon fonctionnement de la République? Quelle est l'opportunité d'améliorer cette constitution, professeur Placide? Je pense qu'avec le nouveau régime qui s'est mis en place, donc à l'issue des élections du 31 décembre 2018, il serait intéressant au regard de tous les problèmes qui se posent aujourd'hui, ce que vous avez évoqué, un président qui est élu au suffrage universel direct, qui n'a pas la majorité à l'Assemblée, a priori, on dit qu'il n'a pas, mais en principe, qu'il y a quand même une majorité parce que à une coalition majoritaire composée justement du FCC et de CACH, qui est son regroupement politique. Donc, mais a priori, on va émettre ça comme hypothèse, si vous voulez, qui n'aurait pas de majorité à l'Assemblée nationale et serait, dans une certaine mesure, handicapé dans la conduite de la politique pour laquelle, ou le programme pour lequel il a été élu. À mon sens, ce serait l'occasion de réfléchir sur la manière dont on doit repenser la société congolaise. Au vu également de tous les problèmes qui se sont posés par rapport aux élections, on a parlé de corruption pour les sénateurs, on a parlé, le problème qui s'est posé également à la Cour constitutionnelle. Tout cela, justement, est l'occasion et c'est une opportunité pour repenser nos institutions, repenser notre vivre ensemble et donc revoir le mécanisme constitutionnel et les rapports entre les dirigeants et les citoyens. Professeur, le samedi 13 juillet à Kinshasa, le parti politique Envol a proposé la révision de la Constitution pour rétablir les 2 tours de l'élection présidentielle. Delis Sanga, président d'Envol, dit: nous avons proposé des réformes au niveau de la Constitution. Il faut rétablir les 2 tours de l'élection présidentielle. Quand on constate entre 2011, 2018 et ce qui se passe en 2006, il y a eu
plus de division depuis 2011. Et donc, la problématique, c'est celui de la gouvernance électorale et non de la réduction du nombre de tours. Il a décrié aussi la manière dont s'est déroulées les élections des sénateurs et des gouverneurs. Il va encore plus loin pour dire, en demandant même la démission de la Cour constitutionnelle au regard des erreurs matérielles constatées dans les arrêts rendus sur l'invalidation des députés nationaux. Êtes-vous du même avis que Delis Sesanga sur la question de révisiter la constitution congolaise, sur les questions de l'organisation des élections en RDC, professeur Placide? Je vous répondrai de deux manières. Je dirais que dans l'ensemble, dans l'idée, je suis tout à fait d'accord avec Delis Sesanga pour revoir un peu nos institutions. Pour moi, non pas seulement réviser la Constitution, mais adopter une nouvelle Constitution pour passer à autre chose. En revanche, sur certains aspects comme la démission de la Cour constitutionnelle, je pense que ce n'est pas de son rôle de demander à ce que la Cour constitutionnelle démissionne. La Cour constitutionnelle, c'est une institution établie. Il y a des procédures pour la nomination des personnes à la Cour constitutionnelle. Il faut peut-être repenser la justice congolaise de manière générale et prôner l'indépendance de la justice plutôt que quérir sa démission. En revanche, là où je suis tout à fait d'accord, c'est sur le rétablissement dans la nouvelle constitution de l'élection du chef de l'État au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Pourquoi ? Parce que ça va lui donner une certaine crédibilité. Si aujourd'hui le président de la République, depuis 2011, est élu au suffrage simple, à la majorité simple. La majorité simple, ça veut dire qu'il n'a pas une véritable majorité. C'est-à-dire que s'il y a 15, 20 candidats ou 50 candidats, c'est celui qui aura le plus de voix qui sera élu. Donc on peut avoir un chef de l'État aujourd'hui qui serait élu par 10% de la population. Et face à l'Assemblée nationale, face au gouvernement, qui est l'émanation de l'Assemblée nationale, qui, elle, cette Assemblée a une majorité absolue, il y a un rapport de force qui ferait que le chef de l'État n'aura pas, si vous voulez, la crédibilité nécessaire ou, je dirais, la force nécessaire pour concurrencer en quelque sorte le gouvernement, dans la mesure où d'ailleurs, d'après la Constitution, la politique du gouvernement, de la nation est définie par le gouvernement en concertation avec le chef de l'État. Donc il n'aura pas beaucoup de poids. Bon, ça c'est la première des choses. Il faudrait nécessairement qu'il y ait 2 tours pour que le chef de l'État qui sera élu soit élu par la majorité des Congolais à la majorité absolue. Là, donc, je suis tout à fait d'accord. Les 2 tours, comme vous êtes en train d'expliquer, par exemple, prenons un cas. Donc, vous aviez Félix Tshisekedi lors du premier tour, parce que c'est à un seul tour qui était président. Donc, son challenger, celui qui suivait. Donc, normalement, s'il y avait 2 tours, ça serait ces 2 personnes qui allaient aller encore au 2e tour et recréer encore une base de coalition, ainsi de suite, pour avoir une force et avoir la légitimité ou la crédibilité des voix exprimées pour que l'on soit président. C'est un peu ça ce que vous êtes en train de dire. Oui, on aurait justement 2 concurrents pour le second tour et ça permettrait justement à ce que celui qui sera élu soit élu par une grande majorité plutôt qu'une majorité simple. Parce qu'aujourd'hui, vous avez suivi certains qui disent qu'il a été élu, tel aurait été élu à 13%, l'autre à 30%, un autre à 20%. On voit que c'est vraiment faible, d'autant que le suffrage exprimé était déjà moindre. On était à moins de 50%, sauf erreur de ma part. Et si vous prenez même 40% de moins de 50%, on est déjà dans les 20 ou 15 ou 10%. Donc, il n'y a pas... Effectivement, sur la légitimité, elle est un peu discutable en ce moment-là. D'où la nécessité d'avoir un président qui soit vraiment le représentant de tous les Congolais d'un point de vue de la légitimité, qui ne soit pas contesté. Et en ce moment-là, il faut restaurer effectivement les 2 tours à l'élection présidentielle. Mais il n'y a pas que ça. Ce qu'il faudrait, on anticipe un peu, il ne faut pas voir seulement l'élection présidentielle. Je pense que ce n'est pas l'élection présidentielle qui est essentielle. C'est l'élection de tous les niveaux. Voilà, à tous les niveaux. Oui. À tous les niveaux. Parce qu'on devait aussi avoir les municipales en principe. Mais bien entendu, les élections municipales, disons locales, comme on l'a dit de manière générale, n'ont jamais été organisées. Or, il faut partir de la base pour aller au sommet. C'est une entorse aussi à la Constitution.
Entorse, on peut dire ça? Je ne sais pas si je peux dire que c'est une Parce entorse. qu'on cherche la décentralisation du pouvoir, que à la base déjà qu'on puisse déjà s'auto-gérer. Et là, si on n'a pas cette capacité de s'auto-gérer à la base, ça pose aussi problème. Mais la décentralisation, elle est prévue par la Constitution, mais elle n'est pas encore mise en pratique, justement. Tant qu'il n'y a pas d'élection au niveau local, on ne peut pas penser décentralisation. Mais il y a plus que ça. On parle de décentralisation, d'accord. Mais il y a un gros problème par rapport à la structure même de notre État. Un gros problème. Pourquoi? On parle des entités territoriales décentralisées, et parmi ces entités territoriales décentralisées, les provinces ne figurent pas. Et quel est le statut de la province en République démocratique du Congo? Mais ça, ce n'est pas prévu par la Constitution. Rien n'est dit. Mais on organise des élections. Simplement, on est dans un système qui est un peu, à mon avis, catastrophique. C'est qu'on a une approche d'un État unitaire avec la décentralisation qui n'est même pas encore mise en place. Mais en même temps, on est également dans un fonctionnement fédéral. Parce que les provinces sont considérées, en tout cas dans la répartition des compétences, comme des entités fédérées. Donc il y a un amalgame entre un système, un État unitaire et un système fédéral. Et ça pose beaucoup de problèmes que vous connaissez avec l'élection des gouverneurs et que sais-je, bon, même des sénateurs aujourd'hui. Professeur, nous continuons. En parcourant votre ouvrage intitulé « La Constitution de la République démocratique du Congo » du 18 février 2006, publié aux éditions Publi Sud, j'ai été frappé par l'intitulé du premier chapitre « Une contestation risquée et à risque » et d'y ajouter au point 16 de la 31e page du même ouvrage « Dès lors, chaque société, en fonction des activités qui sont exercées et des valeurs auxquelles elle se réfère, produit des risques. » Professeur Placide, pouvez-vous vous expliquer pour mieux comprendre votre pensée? Est-ce que vous pouvez faire cela? Tout à fait. Dans cet ouvrage, justement, j'abordais, je l'ai intitulé La Constitution de la République démocratique du Congo, 18 février 2006, risques et prospectives. Les risques ici, dans cette Constitution, c'est les risques qui sont liés déjà à la conception même de la Constitution. Cet ouvrage est l'émanation d'un article que j'avais publié au journal Le Potentiel en novembre 2005, au moment du projet de constitution. Et je l'avais intitulé, ce projet de constitution de la RDC, une imposture juridique et politique. Pourquoi? Si l'on prend aujourd'hui les relations entre le chef de l'État et le gouvernement, on se rend compte que la politique, comme je vous dis, l'article 91, le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. On prévoit dans la définition de la politique de la nation une concertation entre le chef de l'État et le gouvernement, donc conduit par le Premier ministre. La question qui n'est pas résolue dans cette Constitution, notamment cet article 91, c'est que en cas de désaccord, comment on arrive à résoudre le problème? Mais là, il y a un risque, le fait de n'avoir rien prévu. Le risque, c'est quoi? C'est de retomber dans ce que nous avions vécu dans les années 60, entre Kasavubu et Lumumba. Oui, oui. Le chef de l'État qui démet le Premier ministre, et le Premier ministre à son tour qui démet le chef de l'État. D'où le premier coup d'État du général Mobutu, qui va se concrétiser par le coup d'État permanent en 1965. Donc il y a ce risque-là d'une instabilité institutionnelle, d'un fonctionnement risqué des institutions. Dès lors qu'on ne prévoit pas, en cas de désaccord, quelle est justement la partie qui sera prépondérante? Quel est le choix? Quelle est la partie qui aura la voix prépondérante? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, un autre risque, c'est quoi? En 2011, on a révisé la Constitution, n'est-ce pas? Tout le monde s'est arrêté seulement sur les modalités d'élection du chef de l'État. On est passé de 2 tours à 1 tour. Mais ce n'est pas ça le plus important. Mais on a touché à l'essentiel, ce qui concerne la protection de la liberté individuelle. On a touché à ce que beaucoup ne voulaient pas, l'article 220. L'article 220 a été révisé en quelque sorte en 2011. Parce que l'article 149, qui prévoyait
que le parquet faisait partie, le ministère public faisait partie du pouvoir judiciaire et en conséquence bénéficiait de l'indépendance de ce pouvoir judiciaire. Mais depuis 2011, si vous prenez l'article 149, vous verrez que le parquet ne fait plus partie du pouvoir judiciaire. Or, on est justement dans un cadre que le parquet peut recevoir des instructions du gouvernement et essentiellement du ministère de la Justice et porter atteinte à la liberté individuelle. Ici, au Congo, a priori, d'après ce que je sais, parce que je n'ai pas fait mes études ici, mais je connais quand même le droit congolais. Si aujourd'hui, vous êtes arrêté, mis en garde à vue et détenu provisoirement, vous ne pouvez pas contester la régularité de votre détention avant 5 jours. Le tribunal de paix ne pourra, le juge de paix ne pourra intervenir que dans les 5 jours après. Donc il y a un risque. Pendant ce temps, on peut vous torturer, on peut vous tuer, on peut faire tout ça. Il n'y a aucune garantie. Tout ça tout simplement parce que le parquet doit obéir à certaines instructions. Voilà un risque essentiel. Donc l'atteinte, le risque d'atteinte à la liberté, à la liberté individuelle et le risque donc d'un arbitraire judiciaire. Et c'est là le problème. Et ça se passe quasiment tous les jours. Y a des gens qui se plaignent, je n'invente rien, j'entends de ci, de là. Voilà, tel qui est détenu à Makala depuis... sans procès, sans même contester. Il n'y a pas moyen. Professeur, vous êtes avec nous, nous restons dans les risques. Pourquoi estimez-vous qu'il y aurait deux natures de risques? D'une part, celle générée par la nature juridique de l'État et de la structure du régime politique, et d'autre part, celui lié par le droit et libertés individuelles. Comment vous définissez cela ou vous expliquez cela? Bon, je venais de le dire effectivement en ce qui concerne les libertés individuelles, le risque d'un arbitraire judiciaire avec la sortie ou l'exclusion du parquet ou de l'indépendance du parquet en quelque sorte, la récusation de l'indépendance du parquet par la révision de l'article 149. Le fait de sortir le parquet du pouvoir judiciaire et donc que le parquet ne bénéficie plus de l'indépendance est un risque énorme pour les libertés individuelles. Si je ne pouvais seulement m'arrêter là-bas. En ce qui concerne la forme juridique de l'État, je vous ai dit tantôt, on a un État, on dit c'est un État uni, indivisible, ainsi de suite. Mais avec la création de provinces, ce que j'appelle la provincialisation du régime, mais on est tombé dans un tribalisme exacerbé. On est tombé dans un pays qui est désuni, qui n'est plus uni. Vous suivez ce qui se passe à Sankourou en ce moment. Mais demain, il y aura l'élection du gouverneur. Qui traîne encore. Mais pourquoi attendre aussi longtemps? Au-delà du débat, un faux débat, on en parlera peut-être sur la question de la nationalité de l'un ou l'autre, qui est un faux débat. Mais qui peut se présenter comme candidat gouverneur au Sankourou que ceux qui sont issus de Sankourou? Mais c'est gravissime ça, n'est-ce pas? Soit on est congolais, soit on est de Sankourou. Donc on a créé des petites républiques dans l'État. C'est un gros risque. Quand certains disent, vous allez dans le Kwilu, les Kwilu au Kwilois, on va les Sankourou, je ne sais pas comment on va les appeler. Là c'est du tribalisme. Mais c'est pire que le tribalisme, c'est du racisme primaire que l'on ne doit pas accepter. Donc les non-originaires de là ne peuvent pas prétendre à travailler, à diriger, même s'ils sont compétents ou aimés par la population. A priori, c'est le cas. Je ne fais que constater. Ce sont des faits. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez prétendre vous présenter dans le Katanga, dans le Haut-Katanga ou dans le Haut-Lomami? On vous dira, mais vous n'êtes pas d'ici. N'est-ce pas? J'ai entendu certains ministres, d'autres dirigeants, chez moi, ici, chez moi, là-bas, chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Chez moi devrait être le Congo. Mais chez moi, c'est le Congo. Donc moi, aujourd'hui, je peux aller me présenter dans la Tchouapa sans qu'on puisse dire que vous êtes originaire d'X ou de Y. N'est-ce pas? Et c'est cela. Donc il faut revenir un peu à l'idée, vous permettrez, de la Deuxième République, où nous étions tous Zaïrois. Et cette unité doit demeurer. On est passé des Zaïrois à Congolais, non pas pour diviser les citoyens ou l'État, mais plutôt pour s'unir. D'autant que aujourd'hui notre pays
est menacée et divisée par Mais des professeur, conflits, alors, notamment à est-ce que l'Est. vous répondez à ceux qui disent que le fait de régionaliser, de créer des ethnies, permettrait de rendre les autochtones plus responsables à la gestion parce qu'avant, elles étaient écartées. Est-ce que c'est vrai cette manière de réfléchir? Ça dépend comment, disons, l'approche qui est adoptée. Qu'est-ce qu'on entend par autochtone? Moi, je préfère qu'on aille plutôt dans la logique de la décentralisation. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qu'on appelle l'intérêt local. Mais il faudrait deux processus. Il y a la décentralisation d'une part, mais également la déconcentration. La déconcentration, c'est quoi? C'est la présence de l'État au niveau local. Aujourd'hui, si vous prenez tout ce qui est agence financière, DGDA, DGRAD, que sais-je, DGI, vous trouverez toutes ces agences-là représentées dans les provinces, même dans les fins fonds, n'est-ce pas? Mais cherchez le ministère des Affaires étrangères, ne serait-ce qu'à Kenge ici, juste à côté. Vous voulez un passeport, vous habitez le Lubumbashi, ben vous devez vous déplacer quasiment à Kinshasa ou chercher quelqu'un, ainsi de suite. Donc il n'y a pas cette déconcentration-là. Autre chose, toujours dans cette logique, vous voyez, le gouverneur aujourd'hui, le gouverneur de la province est à la fois autorité déconcentrée, c'est-à-dire représentant de l'État au niveau de la province, mais également chef de l'exécutif de cette province. Il y a un conflit d'intérêts énorme. Voilà pourquoi il ne faut pas non seulement réviser la Constitution, il faut qu'on s'assied, qu'on se dise, voilà, ça fait quoi, 59 ans qu'on a acquis l'indépendance, parce que le Congo n'existe que depuis 59 ans. Oh oui. Qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on fait? Est-ce qu'on s'est assis un moment pour dire quel type de société nous voulons bâtir? Quel vivre ensemble nous voulons construire? Il serait temps, au lieu de penser à l'élection présidentielle, à l'élection sénatoriale, à l'élection ceci, se dire nous allons nous mettre ensemble, faire une parenthèse, et je pense que le régime actuel pourrait lancer une telle idée, qu'on convoque une constituante pendant 2, 3, 4 ans, qui va réfléchir sur la manière, en impliquant les citoyens, dont les autochtones dont vous parlez, pour dire quel type de société qu'ils veulent, quel type d'État nous devons construire, plutôt que de plaire à certains belligérants qui se sont rencontrés et qui disent, voilà, bon, pour que ça aille bien, nous allons nous repartir le pouvoir en créant des petites républiques. Et ça ne crée pas l'unité, ça ne permet pas le développement, ça ne fait que diviser. Voilà, très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous le professeur Placide. Comme je l'ai dit en introduction dans cette émission, la constitution de la RDC et ses différentes problématiques qui touchent au bon sens et au bon fonctionnement de la République ainsi qu'aux intérêts des Congolais. La problématique de l'exclusivité de la nationalité congolaise qui ne semble plus cadrée avec la réalité de notre société. La problématique des élections nationales et provinciales qui ne cadrent pas avec le choix des électeurs où vous avez d'un côté un président élu au niveau national mais qui de l'autre côté n'a pas une majorité ni au sein du Parlement ni au sein du Sénat. La problématique des intérêts liés aux acteurs politiques qui ne cadrent plus avec le vivre ensemble. Le choix des acteurs politiques est de plus en plus ethnique, tribal et régional. Quelles sont les modalités qui permettront de révisiter notre constitution en vigueur et surtout, quels sont les nouveaux éléments à intégrer dans cette constitution pour permettre ce mieux vivre ensemble? Je pense qu'il faut, pour bien répondre à votre question et éclairer les téléspectateurs, faire le bilan de l'application de la Constitution de 2006. Aujourd'hui, on est en 2019, ça fait 13 ans. On a vu que sous la Troisième République, depuis que cette Constitution a été adoptée, il y a toujours des difficultés, une instabilité institutionnelle. On ne s'entend pas, que ce soit voilà, sur le moment de l'organisation des élections, ainsi de suite. C'est-à-dire que cette Constitution, au fond, n'a pas été pensée par et pour les Congolais. Je l'appelle une constitution mimétique, une constitution importée, une constitution imposée, qui n'a pas, comment dirais-je, sollicité les Congolais pour savoir si l'organisation des pouvoirs, si
les modalités d'élection, si les institutions qui ont été mises en place leur convenaient. C'est juste un petit groupe de personnes qui se sont entendues pour adopter ce texte qui nous vient d'ailleurs. Au fond, c'est un copier-coller de deux constitutions. La Constitution française, c'est la base, l'essentiel, de 58 que les Français ne veulent plus d'ailleurs. Ils ont modifié à plusieurs reprises et aujourd'hui ils veulent passer même à la 6e République pour changer parce que c'est démodé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce qui est démodé, on amène ça chez nous. Mais, et l'autre partie, une constitution que les Belges ont déjà rejetée de 1970, et c'est ce qu'on a mis. Notamment cette question de province, n'est-ce pas? Avec entité territoriale décentralisée, province et État. On a 3 niveaux. Voilà le problème qui se pose. À partir de là, se dire, comme cette constitution ne colle pas à nos réalités sociales et sociétales, comme cette constitution ne répond pas aux besoins des Congolais, il faudrait que les Congolais que nous sommes, nous puissions nous réunir et réfléchir. Dans ce pays, il y a des compétences. On n'a pas besoin d'aller chercher un blanc ou que sais-je pour venir travailler sur notre constitution ou nous imposer une constitution. Il faut que ce complexe cesse. Il y a des compétences dans ce pays, j'en connais plusieurs, et nous sommes capables, en tant que juristes, en tant que politistes, en tant que sociologues et autres, de penser notre pays sans pour autant aller chercher des compétences à l'extérieur. Mais professeur, là aussi où les gens vont un peu dire, mais le professeur, qu'est-ce qu'il veut? Vous pensez même toucher aux articles verrouillés, par exemple le mandat, la durée du mandat du chef de l'État. Quel est le gain qu'on va y gagner? Comment nous faire comprendre? Vous aviez dit on est de 5 ans à 7 ans. Quel est le gain? Non, mais pour moi déjà, je suis contre la limitation des mandats, hein, quel qu'il soit. Quel que soit le mandat, je suis contre. Pourquoi? Et d'ailleurs, je vais déjà aussi vous dire, on s'est souvent arrêté à dire que, on s'est arrêté sur la limitation de mandat du chef de l'État. Vous savez qu'aussi il y a limitation de mandat des gouverneurs, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Alors, cette parenthèse précisée, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas dire à un citoyen que tu ne peux pas choisir X ou Y qui a très bien travaillé, qui a les compétences nécessaires, qui peut poursuivre, parce que simplement, il ne doit faire que 2 mandats. Oui, parce qu'en Afrique, ça a été prouvé, si tu ouvres la porte, quelqu'un qui voudra le bras, tout ton corps, il va rester au pouvoir éternellement. Je n'en disconviens pas. C'est pour cela, justement, pour anticiper ce risque. Pour que ce risque ne se réalise pas, il faudra trouver d'autres mécanismes de prévention, d'autres mécanismes dissuasifs qui éviteront à ce que quiconque ait l'intention ou la tentation de vouloir s'éterniser au pouvoir. Mécanismes? Et ce mécanisme, c'est ce que l'on appelle le référendum révocatoire, par exemple, le RUPIL, qui est appliqué. En Afrique, ça ne marchera pas. Ça marchera. Surtout avec le parti au pouvoir, ils vont vous manipuler les choses, échanger. Pas du tout. Ça dépend. Nous avons le cas du Rwanda, nous avons le cas Mais le cas du Rwanda, parce que justement, c'était limité. C'était limité à 2 et on a révisé la Constitution. Donc vous pouvez limiter. Il suffit de réviser la Constitution. Et nous, si on est passé à quelques doigts en RDC, on aurait pu réviser. D'avoir les mêmes personnes. Mais on peut. Certains disent que l'article 220 est intouchable et n'est pas révisable. Mais si c'est révisable, tout est révisable. Simplement, c'est des modalités de révision qui, auxquelles il faut recourir, qui sont importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'article 220 peut être révisé par le souverain primaire par voie de référendum. Vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Mais qu'est-ce qu'on prévient? On a vu au Congo-Brazzaville, vous avez parlé du Burundi, Ouganda, n'en parlons pas, et d'autres, Rwanda. Mais ça change quoi? Ça ne change rien, n'est-ce pas? Ce qu'il faudrait, c'est trouver d'autres mécanismes qui soient plus efficaces. Mais pour cela, il ne suffit pas d'aller dans une officine, prendre un texte et venir proposer au peuple par référendum, dire que c'est voté par le peuple. Non, il faut que le peuple soit acteur, il soit proactif, il soit en amont et en aval de la Constitution. Il donne mandat pour justement adopter un texte et il participe aux discussions étape par étape jusqu'à l'étape finale qui est la validation par référendum. C'est que la Constitution doit dire, vous nous avez donné un mandat pour vous proposer un texte, nous avons discuté avec tout le monde.
Donc, une grande campagne pendant des années, 2, 3, 4 ans. La Tunisie l'a fait. Donc, c'est une façon de sacraliser notre texte pour que personne ne vienne dire que moi, je peux me permettre de toucher à telle ou telle disposition. Dans le sens de ce qui s'est passé aux États-Unis. N'est-ce pas? Il faut sacraliser le texte. Et pour sacraliser ça, il faut que les citoyens participent à toutes les étapes de l'adoption de la Constitution et donner les derniers quitus par le référendum. En ce moment-là, on n'aura pas à toucher. Et donc, ce que certains disent être inefficace, ça ne s'applique pas en Afrique. Mais on prend les Africains ou les Congolais, pourquoi? Pour de moins que rien? Non, nous sommes capables de nous remettre en cause et de dire que nous allons respecter les textes comme ça se passe dans certains pays africains. L'exemple du Ghana, n'est-ce pas? Il y a combien d'anciens présidents qui sont là, pour qui vous montrer que la règle est tout autre. Hein? Mais justement, pourquoi ne pas... Parce qu'on ne peut pas vivre que des exceptions. Pourquoi ne pas s'inspirer de cette exception? Vous voulez seulement vous inspirer des mauvaises règles. Manque de bonne volonté des acteurs politiques. Mais justement, il faut trouver des mécanismes. En main des garde-fous. Mais exactement. Des articles verrouillés, bloqués. Mais aucun article n'est verrouillé. Je viens de vous le démontrer. Vous-même, vous l'avez dit. Il y a des États où on a déverrouillé ce qui était apparemment verrouillé. 220, on peut le déverrouiller. Il suffit d'organiser un référendum. Ce n'est pas le Congrès qui va réviser la Constitution comme ça s'est fait en 2011 pour déverrouiller 220. Qui peut le moins, peut le plus, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le principe du parallélisme de force et de compétences. Est-ce que c'est avec l'intention du mieux vivre pour tous ou l'intention de nuire pour rester au pouvoir pour ses propres intérêts? Mais c'est pour ça que je vous dis justement, il faudrait qu'on sacralise notre texte pas en revisitant, en nous remettant en cause et en mettant en place une constituante pour l'adoption d'une constitution par les Congolais, ça j'insiste bien, et pour les Congolais. Parce qu'au fond, c'est quoi une constitution? Une constitution, c'est juste un contrat social, c'est un pacte, n'est-ce pas? Mais moi, je ne me retrouve pas dans cette constitution de 2006. Je ne me retrouve pas. Et qui plus est, aujourd'hui, on voit tout le bordel. Moi, j'appelle ça du bricolage constitutionnel qu'on a fait. Et quand on a bricolé constitutionnellement, mais on va continuer de bricoler pour le reste. Professeur Placide Mbaka Kwabouika, j'ai bien prononcé, vous êtes père des enfants français par leurs mères qui sont des Françaises. Vous avez fait toutes vos études en France. Il y a cette question. Pensez-vous qu'il est aujourd'hui temps que les décideurs politiques et la Constitution puissent donner la possibilité à tous ces Congolais de la diaspora, notamment vos enfants, qui sont d'une partie congolais par vous, leur père, et françaises par leur mère, afin de leur permettre de jouir de leurs droits et de faire valoir leur savoir-faire, leurs apports et opportunités pour le Congo? Là, c'est une question, je dirais, qui est très importante et risquée en même temps, mais qui est très importante pour le développement de la République. La question de la nationalité congolaise, pour moi, je dis, c'est un vrai faux débat. Hein? Si on suit l'actualité aujourd'hui dans le Sankourou, ben, le problème s'est posé par rapport à la nationalité d'un des concurrents. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, contrairement à ce que l'on dit d'ailleurs, c'est vrai que l'article 10 de la Constitution nous dit que la société congolaise est une exclusive. Bon, toute nationalité est d'abord exclusive parce que c'est lié à la souveraineté de l'État. Mais la nationalité serait une. Mais elle ne l'est pas parce que le même article, la même disposition précise que elle est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Elle est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Pour montrer que ce n'est pas qu'alternatif, c'est que si l'on prend l'article 72 de la Constitution, en comparaison avec certains articles comme 102, on y reviendra, on verra que, et même dans la loi, on distingue deux systèmes, deux régimes juridiques. La nationalité congolaise d'origine, qui est ce que moi j'appelle une possession d'État, c'est-à-dire qu'on est congolais d'origine et on meurt congolais d'origine. Si
l'on veut postuler aux fonctions, à l'élection du président de la République, la première des conditions qui est posée, c'est posséder la nationalité congolaise d'origine. N'est-ce pas? On dit bien posséder la nationalité congolaise d'origine. On ne dit pas être congolais. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Bon, et si on prend l'article 102 pour être candidat aux élections législatives, la première condition, on dit être congolais. On distingue bien les choses. Donc, celui qui possède, qui détient la nationalité congolaise d'origine, même s'il détenait une autre nationalité, peut prétendre à la magistrature suprême. Bien entendu, il y a d'autres conditions. Il devra, bon, la loi, si vous voulez, elle est pour moi inconstitutionnelle, l'article 26 de la loi sur la nationalité, qui précise que toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise en vertu de dispositions, ainsi de suite. Mais moi, mes enfants, ils n'ont pas acquis la nationalité française. Ils sont nés français, n'est-ce pas? Et par moi, ils sont nés congolais d'origine, par filiation, n'est-ce pas? Mais cet article-là leur est inapplicable parce qu'on dit qui a acquis. Vous voyez déjà. Et autre chose, pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui est né avec une nationalité étrangère, une nationalité congolaise, vous puissiez, du fait de la détention de sa nationalité étrangère, lui arracher la nationalité congolaise? Sur quel fondement? Ça ne s'explique pas. Et quoi qu'il en soit, pour aller plus loin, aujourd'hui, je pense qu'on ne doit même pas s'arrêter là. La pratique, on a beaucoup de dirigeants aujourd'hui, je ne vais pas les citer, vous les connaissez, qui ont une double nationalité de fait. N'est-ce pas? Il y a eu un moratoire au Parlement, mais au-delà de cela, il y a eu un cas que vous connaissez très bien, un ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Joseph Kabila à l'époque, qui avait été nommé ambassadeur en Belgique. Il se présente chez les Belges avec ses lettres de créance, mais les Belges ont refusé de lui accorder l'agrément, dont l'installation, estimant qu'on ne peut pas avoir un Belge ambassadeur de la République démocratique du Congo en Belgique. C'est monsieur qui est toujours belge, que les Belges ont rejeté chez lui, pour ne pas être ambassadeur, avait été nommé ambassadeur en Angola. Et aujourd'hui, il est revenu dans notre pays. Vous savez de qui je parle, moi je ne cite pas de nom. C'est de notoriété publique, tout le monde le sait, pour ne parler que d'un cas concret. Mais au nom de quoi aujourd'hui, on va venir opposer soi-disant à qui que ce soit, je parle bien des Congolais d'origine, je ne parle pas des autres Congolais, parce que les autres, pour devenir Congolais, ils sont obligés de renoncer à leur nationalité d'origine. Et d'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères doit signaler à leur État que X qui était votre ressortissant ne l'est plus aujourd'hui parce qu'il est devenu Congolais. Mais ce qui n'est pas le cas pour les Congolais d'origine. Un Congolais d'origine qui acquiert une nationalité étrangère n'est pas obligé d'informer l'État congolais qu'il est devenu, qu'il a acquis une nationalité étrangère. Donc il y a deux régimes nuancés par rapport au régime. Moi, exact. Comme il y a deux régimes, je vais juste m'arrêter sur les Congolais d'origine. Le Congolais d'origine, mes enfants nés en mes France enfants sont Congolais d'origine, donc ils sont Congolais, ils doivent être traités sur la base de l'article 11 ou 12. Comme tout mais le monde. bien entendu, ils sont Congolais d'origine. Ils sont Congolais d'origine, et donc on ne peut pas leur accuser, leur opposer le fait qu'ils détiennent une nationalité étrangère, parce qu'ils n'ont pas demandé la naturalisation, ils sont nés avec, n'est-ce pas? Donc, ça peut être nos enfants comme ça peut être nous-mêmes, pourquoi pas? Tout à fait. En plus, l'intérêt de la plurinationalité, c'est le fait que la diaspora ou ceux qui sont à l'extérieur vont apporter un plus nécessaire au pays. Professeur, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Il nous reste quelques petites minutes. Actualité oblige, hein? Vous avez suivi l'actualité comme chacun d'entre nous. Actuellement, nous avons deux FDC alliés, dont l'un de Modeste Bahati Lukwebo, l'exclu de la plateforme FCC, et l'autre de Néné Koulou, restant au FCC. En tant qu'enseignant, technicien et praticien du droit, sur le plan juridique et administratif, lorsqu'un leader politique est exclu légalement d'une plateforme politique,
est-ce que cela peut, il y a deux cas, impliquer automatiquement l'exclusion du regroupement politique du leader en question, soit impliquer que les membres du dit regroupement restant dans cette plateforme en se dotant d'un nouveau leadership. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça implique l'autre? Est-ce qu'on peut, comme vous êtes leader, on vous exclut, automatiquement votre regroupement est aussi exclu? Ou bien le reste du regroupement se choisit un autre leadership à la place de celui qui a été radié? Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Disons, ici dans ce débat FCC-AFDC, il faut voir quel est le statut juridique du FCC et quel est le statut juridique de l'AFDC. Ce qu'on constate, c'est que, sauf encore une fois erreur de ma part, mais je ne pense pas me tromper, le FCC n'est pas un regroupement de partis. Le FCC, c'est une plateforme électorale qui est devenue aujourd'hui une plateforme majoritaire, en quelque sorte à l'Assemblée, en relation avec Cash. Ce qui veut dire que dans le FCC, il n'y a pas d'adhésion individuelle. Ce sont des regroupements des partis qui sont membres du FCC. Ce ne sont pas des individus qui ont adhéré au FCC. On me dira, il y a quelques individus qui ont fait cette démarche-là. Bon, c'est leur statut. Mais pour parler de l'AFDC par rapport au FCC, ce n'est pas, sauf erreur de ma part encore une fois, Modeste Bahati qui a adhéré en tant que Modeste Bahati au FCC, c'est son regroupement de partis AFDC et alliés en tant que regroupement de partis qui a adhéré au FCC. Donc, on ne peut pas, logiquement, partant de là, exclure ce monsieur individuellement tout en demandant aux autres membres de son parti de rester. C'est soit le parti qui est exclu, soit le parti reste. Mais l'exclure individuellement, pour moi, juridiquement, ça ne tient pas. C'est son parti qui a adhéré, ce n'est pas lui qui a adhéré. Et lui, il n'est que le représentant du parti. Donc, comme vous appelez ici, autorité morale. Mais en tant qu'autorité morale, qui est membre, si c'est de la coordination des présidents, on ne peut pas l'exclure et maintenir le parti dans le FCC. Mais sur le plan juridique et administratif, certains de ce regroupement peuvent décider d'y rester. Il n'y a pas de problème. Bah si, ça pose quand même problème. Pourquoi? Mais parce que vous êtes membre d'un regroupement des partis. Dans ce cas, il faut que ces gens-là fassent la démarche d'abord de quitter la FDC et alliés, et après adhérer au FCC selon ses statuts. Voilà. Mais ils ne peuvent pas en même temps se dire, voilà, nous restons dans la FDC, nous créons un nouvel AFDC ou une nouvelle AFDC, et nous restons dans l'FCC alors que notre parti n'est plus membre du FCC. Donc c'est ce bricolage-là. Je suis d'accord, ça sont des faits. Oui, mais juridiquement, ça ne tient pas. Et même politiquement, vous voyez, on est dans un bricolage, dans un flou, dans une instabilité. Et je pense qu'il est temps justement de revoir tout cela en se dotant d'une nouvelle constitution qui prévoirait, dans ce cas, un nouveau mode de scrutin pour éviter ces coalitions, d'où l'élection de l'Assemblée nationale, par exemple, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, ce qui permettrait de dégager tout de suite une majorité et d'annihiler, d'effacer quasiment ces petits partis, les partis d'appoint, qui créent une instabilité institutionnelle et politique dans notre pays. Voilà, nous tendons déjà vers la fin. Il nous reste quelques poussières de secondes. Dans le cadre des 100 premiers jours du chef de l'État, le président de la République a initié plusieurs réalisations dans le domaine des infrastructures et autres, nécessitant des énormes sorties de fonds. Ainsi, nous aimerions avoir, à l'absence d'un gouvernement, quel est le cadre juridique qui permet au président de la République d'engager de telles dépenses à l'absence d'un gouvernement. Aussi, dans ce cas, quelle est la structure qui pourrait servir de contrepoids pour contrôler et évaluer la réalisation des décisions prises par le chef de l'État afin de lui en faire rapport concernant l'évolution de ses actions sur terrain? Concernant les 100 jours, disons le programme des 100 jours du chef de l'État, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a deux niveaux. Il y a des projets qui avaient déjà été initiés, lancés,
si vous voulez, dont le budget avait déjà été adopté par l'ancien régime. Tout à fait. Donc ces projets-là, on est dans la continuité de l'État. Le chef de l'État, vu l'urgence, la nécessité, comme on dit, et la circulation ici, il fallait quand même mettre en place, exécuter ces projets-là. Là, le budget était déjà adopté. Pour les autres dont le budget n'était pas adopté, effectivement, on a un gouvernement qui gère les affaires courantes, mais dans l'urgence, ce gouvernement peut adopter certains actes, mais le problème c'est que comme le budget n'avait pas été défini, il se pose de problèmes dans l'exécution de ce programme, ce qui retarde l'exécution de certains projets. Mais dans la plupart des cas, c'était des projets qui avaient déjà été lancés, dont le financement était déjà disponible, mais qui souffraient simplement d'exécution. On est dans un cas particulier au Congo, vous voyez, c'est vraiment un système bric-à-brac en quelque sorte qu'il faudra clarifier pour qu'il n'y ait pas de difficultés quant à savoir qui fait quoi. Professeur, il nous reste quelques poussières de secondes. Est-ce que le fait qu'on ait un Premier ministre sortant et un autre entrant et qui est tout ce temps-là, est-ce qu'il n'y a pas une incidence qui se pose sur le plan juridique et administratif? Bon, il y a un qui gère des affaires courantes et l'autre qui attend son investiture. Bon, à mon sens, j'aurais procédé autrement. Ce que j'aurais attendu simplement avant de nommer, que les choses soient véritablement clarifiées pour qu'il y ait vraiment une passation de pouvoir directe plutôt que d'avoir deux premiers ministres, un en fonction qui gère les affaires courantes et un en fonction, entre guillemets, sans fonction qui attend son investiture. Bon, ça, je ne sais pas, c'est des questions de coalition, de tout ça aussi, politique. la Constitution doit pouvoir aussi mais réfléchir sur ça. Mais il faut tirer les leçons de tout ce que nous vivons, n'est-ce pas? Nous devons tirer les leçons de tout ce que nous vivons. On peut commettre des erreurs, il y a des à peu près, il y a des imprécisions, d'accord. Nul n'est faillible, n'est infaillible, je veux dire. Mais nous pouvons faillir à condition que nous puissions corriger ces erreurs. Nous pouvons sortir de la ligne, mais il faudrait vite y revenir. Et pour ça, seul le Congolais, par le Congolais, pour le Congolais, dans l'intérêt général, que nous pouvons y arriver. Si on fait fi de tout cela et qu'on poursuit simplement des égotismes, on n'arrivera à rien et on tournera toujours en rond. Il est temps que chacun prenne conscience de ce que nous avons intérêt à laisser quelque chose sur cette terre. Nous avons intérêt à bâtir un Congo plus beau qu'avant, n'est-ce pas? C'est dans notre hymne, mais encore faut-il que nous puissions nous doter des moyens pour réaliser ce vœu. Professeur Placide, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce nouveau numéro du magazine Deadline? Nous savons bien que vous allez encore revenir. Mais si je dois passer un message, ce que je dirais, que notre pays a besoin d'un chacun de nous, de chaque fille et de chaque fils du Congo. Nous sommes tous un seul et un même peuple. Et chacun de nous doit se sentir chez lui, quelle que soit la partie du territoire où il se trouve. Donc, qu'on cesse le tribalisme, qu'on cesse le népotisme, que nous puissions privilégier les compétences et le mérite, donc qu'on mette la méritocratie en avant et qu'on arrête ces histoires d'appartenance ethnique, tribale, que sais-je. Bâtissons un Congo uni, un Congo plus beau qu'avant, un Congo prospère. C'est cela mon vœu. Donc, le passage dans votre émission, c'est l'occasion justement de lancer un appel à mes compatriotes à ce que l'on ne voit pas M. Mabaka, qu'on ne voit pas M. X ou Y, qu'on voit un compatriote en face, un Congolais, qui peut, chacun à son niveau, porter sa pierre à l'édifice. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Très chers téléspectateurs, ce qui est important de retenir, dans la gestion d'une nation, il y a 3 éléments importants à privilégier. Le vivre ensemble, le savoir-vivre et l'intérêt commun. Que Dieu vous bénisse. Vous avez raté ce programme ce dimanche à 22h30
20h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le jeudi à 14h juste. À la prochaine. Ciao.